Démocrate africain, c'est un direct de maximum 25 minutes ou 30 minutes que je vais faire aujourd'hui. Nous sommes dans la journée du 23 septembre 2018 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Bon, nous avons déjà fait l'annonce. Nous sommes tous en train de regarder tous ces éboulements qui se font au niveau du Congo, des routes qui ont été conçues sur du sable. Et puis nous voyons des populations qui se plaignent, qui arrivent à perdre leur maison dû aux éboulements. Des cours d'eau ont été déviés. Les canalisations n'ont pas été construites selon les normes d'engineering. Mais qu'est-ce qui pouvait être fait pour éviter tout ça? Qu'est-ce qui pouvait être fait? Donc, vous voyez que, chers amis, aujourd'hui nous allons faire une petite démonstration qui nous permettra de condamner, si vous voulez, excusez-moi simplement, je vais essayer d'ajuster, qui nous permettra de condamner Sassou, de condamner Jean-Jacques Bouya, de condamner tout ce monde qui ont pillé l'argent du Congo, que ce soit les Henri Nzongo et tout ça. Parce que ce sont des faits techniques, que ces gens-là ont pu faire. Nous allons utiliser toutes ces données pour condamner des ingénieurs qui ont participé avec Sassou, avec Jean-Jacques Bouya dans tout ce projet de la destruction du Congo. C'est comme ça que nous allons faire. Ce sont des données que nous donnerons un jour à la justice congolaise et on leur dira pourquoi ils n'ont pas pu respecter les normes d'ingénierie. Chers amis, sans pourtant tarder, bon, ces photos, je les ai simplement prises à Google Maps. Si vous voyez, tout ça sont des éboulements que nous sommes en train de voir au Congo, des avenues qui se dégradent. Vous le voyez par exemple à ce niveau-ci, vous le voyez le centimètre, le centimètre du goudron, vous voyez qu'il y a la terre et vous voyez l'épaisseur. C'est quasiment, on peut dire que ça représente même pas 2 cm d'épaisseur. Mais ça, c'était une voie goudronnée par exemple. Vous voyez tous ces éboulements-là. Et vous voyez tous ces dégâts qui se passent au Congo-Brazzaville. Je vais simplement essayer d'agrandir. On va voir comment cette image va s'agrandir. Si on a la chance, bon, on n'a pas pu avoir l'agrandissement de cette image, mais là nous voyons bien que nous sommes bien ici à Pointe-Noire, selon ce que cet article qui est en train de nous dire. Un trou menace de couper la route nationale numéro 5 en 2 parties. Bon voilà, donc on va essayer de faire ce travail. Vous pouvez encore, chers amis, aller à Google Maps, où vous pouvez regarder toutes ces publications que les Congolais ont eu à faire. Les populations de Ngamakoso à Brazzaville sont les témoins. Le viaduc qu'ils ont construit avec des prêts chinois surfacturés par Jean-Jacques Bouya et Denis Sassou Nguesso peuvent témoigner du dégât, l'hécatombe dans lequel ils ont placé les villes du Congo. Ça ne s'arrête pas seulement à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans toutes les villes du pays, à Ouando. La route nationale numéro 1, la route nationale numéro 2 sont là des exemples des constructions sur le sable de Jean-Jacques Bouya. Nous avons beaucoup développé sur ça, mais aujourd'hui nous allons venir avec des données techniques. Chers amis, nous allons prendre ici l'exemple du Canada. Le Canada a eu à faire des études géotechniques de tous les sols du Canada. Et nous en sommes convaincus que c'est le cas aux États-Unis, en France ou partout dans des pays développés. Et nous en sommes convaincus aussi en Afrique du Sud, c'est le cas. Et aussi au Ghana, parce que je suis allé regarder beaucoup de données techniques, géotechniques du Ghana. Quasiment la plupart des villes du Ghana, vous allez retrouver des coordonnées géographiques. Par ces coordonnées géographiques, vous êtes capable d'aller trouver des indices sismiques de ces régions-là au niveau du Ghana. Je l'ai fait aussi pour le Bénin, je l'ai retrouvé aussi pour le Bénin. Ici, nous allons parler du Canada. Chers amis, rapidement, parce que comme on a dit, c'est un direct rapide de quelques minutes. Je suis là, dans le site du gouvernement canadien, donc sur le ministère des Ressources naturelles du Canada. Et si vous essayez de regarder, ici, par exemple, on vous présente des représentations des régions du Canada où nous avons beaucoup plus de risques d'avoir des tremblements de terre ou des risques où vous aviez des terres glissantes, des terres qui peuvent poser d'énormes problèmes. Comme vous allez le regarder sur cette charte, à ce niveau-ci,
selon cette couleur grise, c'est vraiment les zones où nous avons moins de risques. Au fur et à mesure que nous sommes en train d'évoluer, la couleur jaune, on change un peu de jaune et on devient rouge. Ce sont les zones les plus risquées où nous allons avoir l'indice sismique très élevé, donc des régions où il faut construire avec des normes d'engineering un peu plus avancées. Dans la même foulée, chers amis, le Canada a eu à faire les études géotechniques des sols qui vous permet donc de déterminer l'indice on peut dire l'indice sismique, en fait cet indice vous permet simplement de classifier cette ville du Canada où vous vous retrouvez, de le classifier soit dans les zones à moins de risques ou dans les zones à plus de risques. L'indice sismique évolue dans une échelle de 0 à 1.2. On considère que ce coefficient qu'on appelle SA, SA entre parenthèses 0.2, donc SA 0.2, c'est simplement l'indice qu'on utilise pour classifier les zones sismiques les plus élevées, et l'intervalle d'évaluation de cet indice part de 0 à 1.2. 1.2 étant les zones que nous avons beaucoup plus de risques, bien sûr 0 étant les zones où il y a moins de risques. Prenons par exemple du Canada. Simplement, je vais aller chercher une autre carte. Le Canada l'a mis en public, hein, chers amis, en public. On vous le dit, en public. Nous sommes encore là, toujours dans le website du ministère du Canada des ressources naturelles. Vous le voyez, déterminer les valeurs d'aléas sismiques du Code national du bâtiment Canada 2015. Donc vous voyez que toutes les fois que vous voulez faire les travaux de construction, il va falloir que vous puissiez connaître l'aléa sismique, donc cet indice de SA 0.2 que nous sommes en train de parler. Vous devez simplement savoir cet indice-là pour la ville ou l'endroit que vous êtes en train de faire les travaux de construction. C'est une obligation. Vous voyez, chers amis. Par rapport à cet indice, puisque vous êtes en train de faire des travaux de construction, qu'il s'agit des routes, qu'il s'agit de construction des maisons, construction des immeubles, construction de tout ce que vous voulez, il va falloir que vous, les designers, comme on dit, les concepteurs d'ingénieurs de conception, doivent forcément savoir cet indice, et ça leur permet de faire tous les calculs d'ingénierie qui s'en suivent, que ce soit des calculs de structure, des bâtiments, des routes, tout ça à partir de ce coefficient-là. Vous voyez, chers amis, nous allons vous faire une petite démonstration, comment retrouver cet indice pour le Canada. Bon, nous sommes là. Ce que je veux faire, je vais simplement aller chercher dans Google Maps. On va taper ensemble. D'accord? On va par exemple dire, voilà. Je veux par exemple dire les coordonnées géographiques de Toronto. Et puis nous allons voir ce que ça va donner. Vous voyez? Voilà. Nous allons voir ce que ça va nous donner. Et à partir de ces coordonnées, je vais simplement essayer de poser la caméra pour bien taper. Vous voyez, chers amis, c'est cela. Voilà. Voilà. Donc vous le voyez, chers amis, nous venons de taper les coordonnées géographiques de Toronto. Vous voyez, ça nous sort les coordonnées géographiques de Toronto. Vous êtes bien là dans la ville de Toronto. Là, ici. Excusez-moi. Vous êtes bien là à Toronto. Ici, nous sommes dans l'Ontario. Et vous avez toutes les villes, Mississauga, ainsi de suite. Et donc là, Google nous donne simplement les coordonnées géographiques de Toronto.
Et donc, ça, c'est les coordonnées. Ça nous donne nord-ouest. Et vous allez donc utiliser ces coordonnées pour toutes les villes que vous êtes. C'est-à-dire que vous tapez les coordonnées de cette ville, vous allez donc utiliser. Vous copiez simplement ici. Vous le copiez. Copie-coller. Nous venons donc sur le site du ministère canadien des ressources humaines. Là, on écrit latitude, donc à ce niveau. Latitude. Vous mettez les coordonnées du nord. Vous le tapez. Vous collez. Vous voyez? Et vous repartez encore là où nous sommes allés chercher ces coordonnées-là. Et donc, on va prendre les coordonnées ouest. On va simplement les copier. On copie. On repart. Encore là où nous étions. Et on le colle là. Mais il faut mettre un moins. Parce que l'ouest, il faut toujours mettre un moins. Parce que c'est ce qu'ils vous disent. Ils vous disent longitude. En fait, ouest, c'est simplement la longitude. Vous avez la latitude, que nous appelons le nord. La longitude est simplement ce que nous appelons ouest. Donc, il faut mettre le négatif pour l'orienter. Vous mettez le négatif devant. Et vous voyez ici, chers amis, ici à ce niveau, les paramètres à afficher, nous avons cherché le paramètre, le SA 0.2 que nous sommes en train de chercher. Et nous descendons simplement ici. Nous allons donc cliquer calculer. Et donc, le site, le gouvernement du Canada a tout prévu, c'est public, tout le monde peut aller chercher ceux qui font des constructions. Et vous allez donc avoir l'indice pour la ville de Toronto. Nous sommes bien là, l'indice sismique de la ville de Toronto. Ça vous donne le SA.2, ça vous donne donc 0.248. Donc vous voyez que vous allez donc faire votre travail de construction par rapport à cet indice, parce que considérons que nous sommes dans une zone où nous avons moins de risques d'avoir des tremblements de terre, parce que nous avons dit que cet indice-là varie entre 0 et 1.2. Vous voyez bien que ici nous sommes quasiment à 0.3, on peut dire comme ça, nous sommes quasiment à 0.3, et donc nous sommes dans les zones de moins risque, et donc tous les travaux que vous allez faire de structure vont se baser par rapport à ça. Chers amis, c'est très important, hein, chers amis. Une fois que vous connaissez l'indice sismique de la ville que vous voulez faire vos travaux de construction, il faut donc procéder à ce que nous allons faire, l'étude géotechnique des sols. Donc, vous voulez construire des routes, vous voulez construire des bâtiments, vous devez savoir la structure de ces sols-là. Comment on le fait? Éventuellement, vous voulez voir la constitution en eau de ce type de ces sols que vous voulez construire, les routes, hein, qu'il s'agit de Brazzaville-Pointe-Noire, à un certain nombre de distances. Vous allez donc faire des forages pour faire des prélèvements et faire des analyses en laboratoire. Et les analyses en laboratoire sont capables de vous dire la quantité d'eau que vous avez sur l'endroit que vous avez prélevé. On va vous dire le type de matériaux. Est-ce que c'est du sable? Est-ce que c'est de l'argile? Est-ce que c'est du granit? Ainsi de suite. Oui, chers amis. Et donc, une fois que c'est fait, vous connaissez l'indice, vous allez donc venir avec des calculs d'ingénieurs qui sont, il y a des manuels qui existent, vous utilisez donc quels sont les types d'acier ou de béton que vous allez utiliser pour renforcer la structure que vous allez construire. Oui, chers amis. On va donc rapidement vous prendre un type, par exemple, d'une étude de type de sol que vous pouviez avoir lorsque vous faites ces analyses. Tout ça, c'est public. Vous allez aller chercher les types de sol, des exemples des types de sol. Vous allez donc avoir ces genres de figures. Bon, vous allez m'excuser parce que ici tout est en anglais. Moi, je fais mes recherches en anglais. Vous voyez, par exemple, si vous faites les types de forage pour prendre les analyses, pour faire l'étude de ce sol que vous voulez construire, par exemple, ce type de sol, vous voyez que vous aviez à la profondeur, ça c'est l'élévation, à la profondeur, vous êtes à 0, donc vous êtes quasiment à la surface et vous allez donc dans la profondeur. Donc, entre 0 et 0,76 mètres, vous voyez que vous aviez un type de sol, on peut dire brown soil, donc un sol un peu brun, mais vous avez quelques traces de gravier à l'intérieur. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez que vous avez le type de sol, par exemple à 0,76 mètres, vous avez un sol saturé, vous voyez chers amis. Au fur et à mesure que vous avancez, vous avez par exemple des silicats, vous aviez le sable, ainsi de suite.
Et si vous essayez de voir la teneur en eau, vous savez que ce sol pose quand même assez de teneur en eau au fur et à mesure que vous allez dans la profondeur. Bon, ce qui est très intéressant, que vous voyez que si vous voulez mener une construction sur ce type de sol, vous voyez que vous aviez une instabilité du sol à la profondeur en partant de 0 à 1,92 mètres ici. Donc le sol commence à se stabiliser. Là vous aviez, là où on parle par exemple de compact grey, vous voyez, et ça continue d'avancer. Donc vous voyez que la stabilité de ce sol-là, ça va se faire à partir de cette profondeur. Mais si vous voulez faire une construction sur ce type de sol, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc raser toute cette zone-là. Vous grattez, vous allez à la profondeur, vous allez donc enlever toute cette surface, toute cette profondeur, parce que vous considérez que les couches qui constituent cette surface, jusqu'à ce niveau, ne représentent pas la stabilité. Donc il faut enlever toute cette structure de matériaux-là, et donc vous allez compacter ces matériaux, soit avec du gravier, soit avec de la pierre dure, ou vous avez une autre possibilité. Par exemple, quand il s'agit de la construction des ponts, il va falloir que vous veniez avec un autre type de design. En ce qui concerne des structures comme des buildings, comme des ponts, il faut donc venir avec une compilation des colonnes, donc une structure en colonne. Donc vous rasez la terre, comme nous venons de le montrer ici, vous enlevez toutes ces couches instables qui représentent beaucoup de teneur en eau, beaucoup de sable, beaucoup de matériaux non résistants, mais vous allez donc aller à la profondeur pour être en contact avec la roche-mère. Vous voyez que toute cette colonne-là représente la roche-mère, donc une stabilité de roche, et donc vous allez donc utiliser cette roche-mère comme étant la base de la fondation, le support. Le support. Pour des buildings, ce qu'on fait, on met donc des colonnes, donc du matériau solide qui va donc se stabiliser à ce niveau de ces colonnes-là. On le met là. Il est assis complètement sur ça et on commence toutes les autres formes de construction. Pour les buildings, on met donc des colonnes solides. Le diamètre peut varier selon la hauteur de votre immeuble, selon, si c'est pour les routes, selon que cette route va être utilisée pour des poids lourds, donc des ponts, des poids lourds, ou encore des véhicules de ville, ainsi de suite. En ce qui concerne le type, le type de colonne, par exemple, que nous sommes en train de présenter, vous voyez que vous pouvez avoir des colonnes de cette forme, renforcées avec des barres, et toutes ces barres, des barres là sont calculées, des barres d'acier qui sont à l'intérieur là, sont calculées. Le béton, le type de béton que vous allez renforcer pour que ça parte s'asseoir sur la roche-mère, c'est des calculs qui se font. Le diamètre de ces colonnes ou la structure, la forme que vous allez proposer, ça aussi c'est des calculs. Maintenant vous voyez que ces barres d'acier que vous avez ressorties, c'est la barre d'acier qui va donc s'accrocher par exemple, chers amis, s'accrocher par exemple à la partie supérieure du béton que vous allez, une partie du béton que vous allez mettre, et ce béton là, par exemple à ce niveau, sera aussi renforcé par du matériau. Donc ces barres d'acier que nous avons ici, vous voyez, vont donc s'accrocher avec les barres d'acier qui passeront sur la partie supérieure, où on mettra par exemple le goudron, où on mettra par exemple la fondation maintenant de nos immeubles ou de nos ponts. Oui, chers amis. Pourquoi on le fait, chers amis? Ça, c'est la question qui se pose. Parce que si vous construisez sur un sol instable, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir des problèmes de glissement de terrain, on va avoir la structure, les sols bougent à tout instant. Un sol peut-être subit des phénomènes dynamiques, donc ça bouge, vous voyez, chers amis. Et donc, si la structure est assise sur une fondation solide, est assise sur la roche-mère, parce que la roche-mère ne bouge pas assez, vous voyez, chers amis, parce qu'elle est solide, elle est assise là. Voilà pourquoi vous voyez la plupart des ponts qu'on construit dans des grandes rivières, vous voyez qu'on pose toujours des colonnes, mais ces colonnes-là, on l'enfonce pour que ça parte s'asseoir sur la roche-mère. Ou encore, on utilise
de l'acier en H, hein, parce que ça résiste à la stress de cisaillement. Et donc, même quand on dit bending, bending stress, donc on peut dire en français bending, c'est comme un peu la courbure, vous voyez, la flexion, vous voyez, la plupart du temps on utilise des marteaux hein, pour damer ce métal pour que ça parte, s'asseoir sur la fondation, qui on peut considérer ici la couche préliminaire ici, c'est la roche-mère. Pourquoi on le fait? C'est pour ramener la structure solide à ce que vous êtes en train de faire, qu'il s'agit d'une route, qu'il s'agit des ponts, qu'il s'agit des bâtiments, ainsi de suite. Mais ce que nous avons vu au Congo, on ne le fait pas. Premièrement, nous savons hein, que les indices sismiques existent au Congo, ça existe. La faculté des sciences, à l'époque, hein, dans les années, des années passées, des années antérieures, avait ces possibilités-là de faire ses études hein, pour aller dans les locations au pays, préparer les indices sismiques SA2, SA 0.2. Ça existe au Congo, ça existe. Si vous voyez, vous essayez de fouiller dans les archives du Congo, tout ça, ça existe. Les agents de cadastre hein, peuvent certainement vous dire que ça existe. Nos papas qui travaillaient à la RNTP, hein, la société publique, la société des travaux publics, la RNTP, à l'époque que ça soit fermé. Vous voyez que cette compagnie-là, quand ça construisait des routes, c'était des routes durables. Quand ça construisait des ponts, c'est des ponts durables. Et c'est aussi ces mêmes ponts que nous sommes en train d'utiliser jusqu'à aujourd'hui. Hein. La RNTP, des ponts, des structures laissées par la RNTP. Parce que ces gens-là ont compris hein, la structure du bâtiment. Comment construire les routes. Vous voyez, chers amis. Donc, on a bâti des routes sur les ponts et pour que ça puisse permettre à des poids lourds de circuler. Et vous avez vu que les épaisseurs de goudron sont assez. Parce qu'en Occident, par exemple, si vous voyez ce genre de route, qu'est-ce qu'on fait? On met d'abord des couches de béton. Mais les couches de béton, on ne met pas comme ça. Tout ça, c'est des calculs. On veut se rassurer que nous faisons face à des sols stables, capables de supporter tout le poids qui passera là-dessus. Pour ramener la structure à un cycle de vie très élevé. Mais tout ça, ça n'a pas été fait au Congo. Pourquoi on le fait, chers amis? La structure, hein, qu'il s'agit d'une route, il s'agit d'un pont, il s'agit d'un bâtiment, est un matériau qui, simplement, est toujours subit le stress à chaque instant. Vous voyez, dans le cycle de matériaux, dans la résistance de matériaux, on peut considérer qu'il y a 3 régions. Vous voyez, chers amis. Toutefois que les voitures passent sur la route, les voitures, par exemple, quand il s'agit de route, mettent une charge, donc une stress sur la route. Et quand les voitures mettent la charge et le stress sur la route, il y a ce qu'on appelle la compression de la route, la compression de la structure. La structure subit la compression. Quand la voiture passe, la structure subit ce qu'on appelle l'élasticité. Donc, la structure fonctionne en tension et en compression tout le temps. Vous voyez, chers amis. Mais la structure a une limite, hein, ce que nous appelons la limite d'élasticité. Ça peut aller à une certaine distance, ça revient, et ainsi de suite. Vous voyez que ce mouvement oscillatoire que la structure est en train de faire doit avoir un cycle de vie. Ou encore, si vous mettez une charge supérieure, donc la structure va se compresser au niveau où la structure ne pourra plus revenir à son niveau initial. Donc, à continuer à jouer sa fonction d'élasticité. Ça n'existe pas parce que la charge était très lourde. Et quand la structure dépasse la charge de l'élasticité, la structure rentre dans la forme que nous appelons la déformation plastique. Vous voyez, quand on rentre dans la déformation plastique, la structure n'est plus capable de revenir à son état initial. La structure va continuer à se déformer. La déformation plastique va évoluer jusqu'à ce que nous arrivons au point de la rupture, donc de la cassure. Voilà pourquoi vous voyez plusieurs routes. Il y a des grands traits qui se cassent. Des immeubles après un certain temps qui cèdent, des ponts après un certain temps qui cèdent. Vous voyez, chers amis. Donc, par exemple, nous venons de vous montrer, la voiture passe,
la route subit une compression. Après que la voiture passe, la route revient à son état normal. Donc la route, en ce moment-là, rentre dans la phase de l'élasticité. Et quand les charges sont trop lourdes, dues à la fatigue ou à la mauvaise construction, la route va rapidement passer à l'étape plastique. Donc à une déformation à ce niveau. Et au fur et à mesure que la charge va continuer, la route va continuer à se déformer, rentrer dans le cycle plastique, et finalement, nous allons donc arriver à l'étape de la cassure à ce niveau-là. Vous voyez, chers amis. Donc, encore, ça c'est simplement une courbe stress-strain. Donc, strain, c'est la déformation. Vous voyez que la région plastique est limitée à une certaine stress. Et ce stress-là, ça fait partie du design initial. Connaissons l'indice sismique de la région sur les routes, par exemple pour les routes, et on fait tous ces calculs pour que ces matériaux-là résistent, continuent à aller à la déformation élastique jusqu'à un certain nombre de cycles de vie, et après, la structure peut commencer à aller dans la forme plastique, la déformation et éventuellement la cassure. Mais le but d'un ingénieur, c'est de prévenir la déformation plastique. Vous voyez, chers amis, c'est toujours maintenir la structure dans la forme d'élastique. Vous voyez? Et nous savons que si nous faisons face, par exemple, pourquoi nous déterminons la zone sismique, le SA2, on veut se rassurer que nous sommes dans une zone de risque, de grand risque. Vous voyez, chers amis? Parce que nous voulons, en réalité, amis, nous voulons faire de telle sorte que, quand nous allons faire notre design, nous allons choisir le type de matériau, le module de l'élasticité que nous appelons le module de Young. Nous voulons à ce que cette zone plastique-là soit de plus longue durée. Parce que si nous faisons face à des tremblements de terre, l'amplitude du tremblement de terre fait que la structure va beaucoup aller dans la zone plastique. Donc ça va aller rapidement. L'amplitude la structure monte, descend rapidement, la déformation plastique. Mais nous voulons que cette déformation élastique puisse durer, puisse vraiment résister. Et jusqu'à ce que la magnitude du tremblement de terre passe, la structure va être capable d'aller dans la déformation élastique sans pourtant passer par la déformation plastique. Mais si nous faisons ce design de telle sorte que cette structure demeure dans la déformation plastique, la déformation élastique, et que le tremblement de terre arrive, et nous avons choisi le mauvais design, nous ne connaissons pas l'indice SA 0.2 de la région, et nous avons commis une erreur de design, mais éventuellement la structure, dès que la première magnitude de tremblement de terre arrive, la structure arrive facilement, la structure plastique, parfois même avec les oscillations, et ramener la structure à la cassure le plus rapidement que possible. Puisque nous savons que voilà, donc nous savons que le tremblement de terre, généralement quand il y a un tremblement de terre, quand la première magnitude arrive, c'est là où nous avons les zones choc, et c'est là où le dégât est fait. Mais après une certaine période, nous avons des répliques, et généralement des répliques qui viennent simplement pour faire écrouler maintenant toutes les structures qui n'ont pas résisté à la première magnitude, qui ont résisté à la première magnitude, mais qui sont déjà arrivées à l'étape de la déformation plastique, et qui attendaient simplement qu'une petite force arrive, secoue pour que la structure s'écroule. Et c'est ce que nous sommes en train de regarder. Et c'est ce que les Jean-Jacques Prouillard n'ont pas fait. Ils n'ont jamais prélevé ce que nous appelons l'étude géotechnique des sols pour savoir la structure de ces sols, pour savoir à quel niveau ils vont creuser le ciment, ou ils vont creuser la terre pour enlever les couches de terre inutiles. Ils n'ont pas fait ça. Pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils n'ont pas voulu le faire. Donc, il y a une responsabilité de la négligence. Vous voyez, chers amis? Il y a une responsabilité de la négligence. Cette responsabilité de la négligence ne doit pas seulement s'arrêter au niveau de l'ingénieur, mais ça doit s'arrêter au niveau du financier, du braquet finance, parce qu'il se pourrait que les ingénieurs chinois ou des ingénieurs congolais qui ont travaillé dans des projets ont mentionné la situation pour dire nous faisons face à des sols qui ne seront pas des sols stables, donc il va falloir que nous puissions enlever tous ces sols instables pour ramener la structure sur la structure de bas, donc la roche-mère,
et que nous allons commencer à bâtir. Donc nous aurons besoin de tant d'épaisseur de la caillasse, tant d'épaisseur du gravier, nous avons tant d'épaisseur du béton et éventuellement tant d'épaisseur de bitume. Mais comme vous le voyez qu'au fur et à mesure que nous augmentons en volume, le prix, il y a un prix, il faut payer. Et donc, le bras financier, qui sont les Jean-Jacques Bouya, ont simplement dit aux constructeurs, aux ingénieurs, pas question, nous sommes au Congo, nous sommes en Afrique, nous n'avons pas besoin des normes, construisez ça comme ça. Et encore, en dehors de ça, ils ont encore dit, vous voyez que, au lieu que, par exemple, vous mettez 2 cm, on vous demande de mettre seulement un demi-centimètre. Et voilà pourquoi vous voyez la dégradation rapide de toutes les chaussées au Congo, la dégradation rapide de tout ce qu'ils ont construit, parce qu'il faut le dire, chers amis, c'est une construction subissable, comme nous venons de voir, comme ce que nous venons de vous présenter tout à l'heure. Et simplement, voilà pourquoi vous voyez, vous êtes en train de voir, chers amis, rapidement, on va simplement aller regarder nos amis de Ngamakoso. Nous allons simplement aller regarder leur situation de vie. Voilà. Donc, on va essayer de voir les éboulements de Ngamakoso. On va voir ce que ça va donner. Et nous allons simplement vous montrer. Voilà. 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 Donc, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, il était nécessaire, hein, chers amis, que vous compreniez avec nous que le système du baie vitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, ne s'arrête pas seulement dans la politique, hein, chers amis. Ça ne s'arrête pas seulement à faire des analyses politiques. Ça consiste aussi à faire des analyses techniques. Voilà. Donc, je vais simplement essayer de faire avancer cette vidéo. Je ne sais pas si on aura quelques temps, mais en tout cas, tout et chacun de vous peut toutefois aller à YouTube pour aller regarder ces éboulements de Ngamakoso. Ça a été fait par négligence, manque de volonté, le mauvais cœur. Mais ce n'était pas un problème financier, c'est parce que ces gens-là avaient de l'argent avec eux, mais ils ont fait un choix, celui d'envoyer le public vers la mort, hein, vers l'hécatombe, vers la destruction, parce qu'en construisant ces gens d'infrastructures, etc., ils ont volontairement détruit le Congo. Hein, ils ont volontairement détruit le Congo. Donc, ils ont mis la vie des populations en danger. La vie des populations en danger. Quand vous mettez la vie du public en danger, en ce moment-là, vous endossez la responsabilité de tous les designs que vous avez faits. Qu'il s'agit de celui qui était le bras financier, qui a comploté, de celui qui a construit. Voilà pourquoi, chers amis, c'est par ce genre de démonstrations que nous allons prouver, hein, aux compagnies chinoises qui ont travaillé avec Sassou, parce que nous viendrons, hein, avec des équipes d'ingénieurs congolais, avec des élites, prélever des échantillons, ce que nous appelons les carottes, hein, des échantillons de goudron, des bâtiments, de toutes les structures, faire ces analyses et nous vous dirons, ça sera en public, nous vous dirons la constitution du béton qu'ils ont utilisé, la force, hein, la force que ce béton pouvait résister. Parce que, chers amis, ça c'est peut-être une information que nous avons certainement manqué de vous dire. Chaque sol résiste à ce que nous appelons une certaine stress, hein, de cisaillement, hein, chers amis. Et donc, on va simplement essayer de regarder si nous avons oublié ça. Ça, c'est quelque chose que nous, voilà, on voulait pas vraiment oublier ça. Je vais rapidement ouvrir un fichier. Chaque sol résiste à une certaine stress de cisaillement, vous voyez, chers amis. Et donc, les Bouya ont été conscients, les ingénieurs chinois ont été conscients, les ingénieurs congolais qui ont travaillé avec Bouya ont été conscients que ces sols-là ne pouvaient pas résister à ces stress de cisaillement-là. Donc, mais ils sont simplement décidés, hein, de construire là-dessus. Par exemple, chers amis, rapidement, une fois que vous connaissez l'indice SA2, donc l'indice sismique de la région, vous voyez donc le type de sol, et donc vous pouvez donc faire donc votre design. Vous voyez par exemple des sols
des sols fragiles. Hein. Ici, vous voyez que le stress, le shear stress ici, vous voyez que ça varie seulement entre 12 et 25 kPa. Et ça, c'est très peu. La plupart des designs, minimum, on le design entre 100 et 200 kPa, ou encore, la plupart du temps, on prend toujours au-dessus de 200 kPa. Vous voyez, chers amis. Donc, on le dit, chers amis, ça sont des données techniques. Si nous ne pouvons pas avoir des gens là par l'argent qu'ils ont volé, mais nous allons les avoir là. Parce que les structures qu'ils ont construites, les routes qu'ils ont construites sont encore là. Nous allons prélever le barrage. Hein, on vous avait dit, le barrage de Imbulu finira par s'écrouler. On vous le dit, tout ce qu'ils ont construit finira par se détruire. C'est par ces données techniques que nous irons donc chercher ces gens-là. Nous allons les ramener à la justice parce que nous aurons des preuves tangibles qui démontrent la faisabilité de toutes les études que nous ferons et qui sont des preuves que nous donnerons à la véritable justice du Congo pour dire, vous voyez, vous avez eu des criminels, ceux-là qui ont conduit le pays à la ruine, mais ils ont minimisé les constructions, ils ont mis en danger la vie du public, et donc quand vous mettez en danger la vie du public, vous êtes carrément un homme que la justice doit envoyer au cachot. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse. Bernard Pongui, votre frère, la lutte continue. Je tiens à terminer cette vidéo. Je vais simplement dédier cette vidéo à Monsieur Augustin Kalakala. Nous pensons à ces tortures, à ces souffrances, et je dédie cette vidéo pour Monsieur Augustin Kalakala. À plus tard. Au revoir.